Un juge raciste a ignoré un garçon noir, alors qu'il témoignait, ignorant qu'il avait été secrètement envoyé par le président. Les portes du tribunal s'ouvrirent avec un grincement qui dépassait de leurs gonds. Le bruit trancha le murmure de la galerie comme une lame, forçant plusieurs têtes à se tourner. Un adolescent noir, grand et mince, entra, son costume noir trop grand, tombant maladroitement sur sa silhouette, comme s'il l'avait emprunté à la dernière minute. Ses chaussures claquèrent doucement sur le carrelage, sans précipitation ni timidité, simplement délibérément. Les néons au-dessus clignotèrent une fois lorsqu'il passa sous eux, projetant des ombres fugaces sur son visage anguleux. Son regard, sombre et indéchiffrable, scrutait la pièce non pas avec curiosité, mais avec calcul, comme si chaque visage, chaque recoin de la salle d'audience avait déjà été mémorisé bien avant qu'il n'entre. Personne ne bougea. Personne ne le connaissait. Personne ne s'attendait à lui. Son nom n'avait pas été appelé, son visage n'était familier ni aux journalistes sténotypés, ni aux avocats qui arpentèrent leur bureau. Mais sa présence dégageait quelque chose, une immobilité qui troublait l'air, comme le calme qui précède l'orage sur une ville. Il paraissait trop jeune pour porter quoi que ce soit d'important, mais il y avait quelque chose de plus âgé dans son regard, quelque chose de vécu et de fatigué, comme s'il avait passé la dernière décennie à courir vers quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. À la table de la défense, Jeremiah Kane était assis, immobile, les mains jointes sur ses genoux. Les poignets de son costume gris étaient effilochés, sa cravate légèrement desserrée, comme si on l'avait tirée à plusieurs reprises par frustration. La sueur perlait sur son front, même si la salle d'audience n'était pas chaude. Il n'avait pas encore remarqué le garçon. Son attention était rivée sur le juge, qui avait passé la dernière heure à écarter toute chance pour son avocat de monter une défense sérieuse. Jérémie n'était pas un criminel, c'était un enseignant, du genre à rester après les cours pour aider les élèves en qui personne ne croyait. Un homme calme et discipliné, qui allait au travail tous les jours avec une thermos de café tiède et un sac à dos rempli de copies corrigées. Son erreur, si l'on peut dire, avait été d'affronter l'agent Derek Wallace devant une librairie 2 mois plus tôt. Wallace, 1,90 m de muscles et un ego débordant, avait aboyé sur un groupe d'élèves de Jeremiah pour avoir bloqué le trottoir. Lorsque Jeremiah était intervenu, calme mais ferme, demandant à Wallace de ne pas jurer devant les enfants, l'agent l'avait plaqué contre le mur de briques avant même qu'il ait fini sa phrase. Les téléphones de la foule étaient sortis, enregistrant tout, jusqu'à ce que Wallace en attrape un et le jette sur le trottoir. Les images de la caméra piéton, qui aurait pu disculper Jeremiah, ont mystérieusement disparu. Les affaires internes ont ouvert une enquête et l'ont classée 2 jours plus tard. Les accusations étaient claires: résistance à l'arrestation, agression sur agent, obstruction à la justice. La vérité, cependant, n'était obscure que pour ceux qui refusèrent de la voir. Assis à la table de l'accusation, Derek Wallace portait son insigne comme une armure. Son frère, le conseiller Jared Wallace, était adossé au mur du fond, vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, flanqué de 2 hommes de la mairie. Il n'avait pas l'air de spectateur, mais d'une assurance, un levier politique dans des chaussures cirées. Jared avait veillé à ce que l'accusation dispose de tout ce dont elle avait besoin, des témoins de moralité prêts à jurer sous serment que Jeremiah avait toujours semblé intense, un rapport de police opportunément édité et un juge qui n'hésitait pas à rejeter les requêtes de la défense. Le juge Horace Denning, la 60aine avancée et à moitié endormi derrière son banc, portait sa partialité comme une seconde robe. Son marteau s'abattait plus durement sur les demandes de la défense, son ton plus sec lorsque l'avocat de Jeremiah prenait la parole. Il se moqua de l'idée de laisser Jérémie témoigner longuement et esquissa un sourire narquois lorsque Wallace évoqua la peur qu'il avait ressentie lorsque Jérémie s'était jeté sur lui. Le procès, pour quiconque y prêtait attention, n'était pas une question de culpabilité ou d'innocence. C'était une question de contrôle, de pouvoir, de rappeler aux gens qui étaient autorisés à parler dans cette salle et qui étaient simplement autorisés à s'asseoir et à être jugés.
Mais maintenant, le garçon était assis à la barre des témoins. Il n'avait pas été convoqué. Personne n'avait prononcé son nom. Pourtant, il était là, le dos droit et posé, les mains jointes sur les genoux. Il ne bougeait pas, ne regardait pas autour de lui. Il fixait simplement le juge comme s'il savait ce qui allait arriver et qu'il avait déjà fait la paix avec ça. Les portes du tribunal s'ouvrirent avec un grincement qui dépassait de leur gond. Le bruit trancha le murmure de la galerie comme une lame, forçant plusieurs têtes à se tourner. Un adolescent noir, grand et mince, entra, son costume noir trop grand, tombant maladroitement sur sa silhouette, comme s'il l'avait emprunté à la dernière minute. Ses chaussures claquèrent doucement sur le carrelage, sans précipitation ni timidité, simplement délibérément. Les néons au-dessus clignotèrent une fois lorsqu'il passa sous eux, projetant des ombres fugaces sur son visage anguleux. Son regard, sombre et indéchiffrable, scrutait la pièce non pas avec curiosité, mais avec calcul, comme si chaque visage, chaque recoin de la salle d'audience avait déjà été mémorisé bien avant qu'il n'entre. Personne ne bougea. Personne ne le connaissait, personne ne s'attendait à lui. Son nom n'avait pas été appelé, son visage n'était familier ni aux journalistes sténotypés, ni aux avocats qui arpentèrent leur bureau. Mais sa présence dégageait quelque chose, une immobilité qui troublait l'air, comme le calme qui précède l'orage sur une ville. Il paraissait trop jeune pour porter quoi que ce soit d'important, mais il y avait quelque chose de plus âgé dans son regard, quelque chose de vécu et de fatigué, comme s'il avait passé la dernière décennie à courir vers quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. À la table de la défense, Jeremiah Kane était assis, immobile, les mains jointes sur ses genoux. Les poignets de son costume gris étaient effilochés, sa cravate légèrement desserrée, comme si on l'avait tirée à plusieurs reprises par frustration. La sueur perlait sur son front, même si la salle d'audience n'était pas chaude. Il n'avait pas encore remarqué le garçon. Son attention était rivée sur le juge, qui avait passé la dernière heure à écarter toute chance pour son avocat de monter une défense sérieuse. Jérémie n'était pas un criminel, c'était un enseignant, du genre à rester après les cours pour aider les élèves en qui personne ne croyait. Un homme calme et discipliné, qui allait au travail tous les jours avec une thermos de café tiède et un sac à dos rempli de copies corrigées. Son erreur, si l'on peut dire, avait été d'affronter l'agent Derek Wallace devant une librairie 2 mois plus tôt. Wallace, 1,90 m de muscles et un ego débordant, avait aboyé sur un groupe d'élèves de Jeremiah pour avoir bloqué le trottoir. Lorsque Jeremiah était intervenu, calme mais ferme, demandant à Wallace de ne pas jurer devant les enfants, l'agent l'avait plaqué contre le mur de briques avant même qu'il ait fini sa phrase. Les téléphones de la foule étaient sortis, enregistrant tout, jusqu'à ce que Wallace en attrape un et le jette sur le trottoir. Les images de la caméra piéton, qui aurait pu disculper Jeremiah, ont mystérieusement disparu. Les affaires internes ont ouvert une enquête et l'ont classée 2 jours plus tard. Les accusations étaient claires. Résistance à l'arrestation, agression sur agent, obstruction à la justice. La vérité, cependant, n'était obscure que pour ceux qui refusèrent de la voir. Assis à la table de l'accusation, Derek Wallace portait son insigne comme une armure. Son frère, le conseiller Jared Wallace, était adossé au mur du fond, vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, flanqué de 2 hommes de la mairie. Il n'avait pas l'air de spectateur, mais d'une assurance. Un levier politique dans des chaussures cirées. Jared avait veillé à ce que l'accusation dispose de tout ce dont elle avait besoin. Des témoins de moralité prêts à jurer sous serment que Jeremiah avait toujours semblé intense, un rapport de police opportunément édité et un juge qui n'hésitait pas à rejeter les requêtes de la défense. Le juge Horace Denning, la soixantaine avancée et à moitié endormi derrière son banc, portait sa partialité comme une seconde robe. Son marteau s'abattait plus durement sur les demandes de la défense, son ton plus sec lorsque l'avocat de Jeremiah prenait la parole. Il se moqua de l'idée de laisser Jérémie témoigner longuement et esquissa un sourire narquois lorsque Wallace évoqua la peur qu'il avait ressentie lorsque Jérémie s'était jeté sur lui. Le procès
pour quiconque y prêtait attention, n'était pas une question de culpabilité ou d'innocence. C'était une question de contrôle, de pouvoir, de rappeler aux gens qui étaient autorisés à parler dans cette salle et qui étaient simplement autorisés à s'asseoir et à être jugés. Mais maintenant, le garçon était assis à la barre des témoins. Il n'avait pas été convoqué. Personne n'avait prononcé son nom. Pourtant, il était là, le dos droit et posé, les mains jointes sur les genoux. Il ne bougeait pas, ne regardait pas autour de lui. Il fixait simplement le juge comme s'il savait ce qui allait arriver et qu'il avait déjà fait la paix avec ça. Une simple feuille de papier avait déclenché la réunion. Elle était arrivée 2 jours plus tôt dans une enveloppe non marquée, son contenu ayant suffisamment de poids pour déstabiliser plusieurs branches du gouvernement. Il s'agissait d'une lettre, manuscrite, rien de moins, d'un juge fédéral à la retraite qui avait autrefois encadré Horace Denning, le juge en exercice, présidant une affaire très médiatisée en Caroline du Nord. La lettre ne se contentait pas d'accuser Denning de préjugés raciaux. Elle détaillait un schéma, vieux de plusieurs années, enfoui dans des classements secrets d'affaires, des condamnations disproportionnées et des tractations en coulisses qui n'ont jamais vu le jour. Plus effrayant encore, elle suggérait que Denning n'agissait pas seul. Il faisait partie de quelque chose de plus vaste, un réseau, une machine judiciaire lubrifiée par le pouvoir et la cupidité, orchestrée par nul autre que le sénateur Luther Holloway, le faiseur de rois politiques du Sud dont l'influence s'étendait des sous-sols des palais de justice aux chambres du Sénat. Le président Hargrave avait lu la lettre 2 fois avant de lever les yeux de la page. Il n'avait pas demandé de vérification. Il n'avait pas convoqué de point de presse. Il appela Eliane. Le garçon resta immobile, tandis que la tempête d'implications s'accumulait autour de lui. Lorsqu'il rompit enfin le silence, sa voix était prudente, mais claire. Il demanda s'il croyait vraiment qu'un adolescent de 17 ans pouvait révéler une conspiration judiciaire vieille de plusieurs décennies. La question persistait dans la salle, non pas comme un défi, mais comme une épreuve de raison. C'était le genre de mission qui pouvait ruiner un homme, et encore plus un garçon. Mais Hargrave ne sourcilla pas. Il se pencha, d'une voix grave et grave, expliquant qu'Eliane n'interviendrait pas comme un acteur juridique. Il ne porterait pas d'insigne. Il ne témoignerait pas. Il observerait, silencieux, invisible, intégré parmi les oubliés et les sous-estimés. Son âge même le protégerait. Personne ne soupçonnait un adolescent de détenir la clé de l'intégrité d'un tribunal. Telle était la stratégie. Un fantôme dans la galerie. Observer, écouter, documenter, attendre. Le programme de mentorat auquel Eliane participait depuis l'âge de 14 ans était inconnu du public. Elle n'avait ni nom officiel, ni site web, ni registre des diplômés. On en parlait dans les coulisses du pouvoir sous le nom de « Avant-garde noire », une initiative fédérale née dans l'ombre des troubles, destinée à former de jeunes esprits noirs capables de percer à jour le pourrissement systémique et, un jour, de l'éradiquer. Eliane avait obtenu les meilleurs résultats dans tous les domaines. Esprit critique, raisonnement moral, rappel sous pression. Mais il n'avait jamais été mis à l'épreuve sur le terrain, jusqu'à maintenant. La voix de Hargrave devint solennelle. Il dit à Eliane que s'il acceptait la mission, elle ne serait pas assortie de protection. Il ne serait pas reconnu publiquement. Il n'y aurait pas de fanfare s'il réussissait, seulement le silence et, espérons-le, la justice. Mais s'il échouait, ou pire, s'il était découvert, il n'y aurait pas de secours. Juste la machine du pouvoir qui continuait de fonctionner, intacte. Granger glissa un fin dossier vers lui. À l'intérieur se trouvait tout ce dont il avait besoin. Une identité temporaire, des justificatifs de transport, des dispositifs d'enregistrement cryptés intégrés à des objets du quotidien, des stylos, un téléphone et même sa montre. Il contenait également un profil du juge Denning, des transcriptions d'affaires passées et une liste du personnel judiciaire connu pour sa complicité ou sa compromission. Chaque nom avait été signalé par des lanceurs d'alerte ou enfoui sous des piles de documents scellés. Chaque nom était lié au sénateur. Eliane accepta le dossier sans un mot.
Plus tard dans la nuit, dans la pénombre de sa chambre d'hôtel, il lut chaque page 2 fois. À l'aube, il l'avait mémorisée. 2 semaines plus tard, dans une salle d'audience bondée de journalistes et de membres de la communauté, Elian resta assis, silencieux, à la barre des témoins, son costume légèrement trop grand, sa présence totalement inattendue. Le procès de Jeremiah Cain s'était transformé en une farce judiciaire sous ses yeux. La défense de l'enseignant avait été piétinée à chaque instant par le juge Denning, qui avait rejeté les requêtes avec une cruauté désinvolte qui révélait plus qu'elle ne dissimulait. Les témoins qui auraient pu aider furent écartés. Des preuves clés furent exclues. Le récit fut façonné pour protéger l'agent Wallace, l'agresseur de l'incident initial, dont la version des faits changeait à chaque fois qu'il parlait. Marcus Wells, l'avocat de la défense, avait épuisé tous les recours, tous les appels, toutes les demandes de transfert du procès devant une juridiction fédérale, pour finalement se voir débouté. Et pourtant, malgré tout cela, Elian était resté assis au milieu de la foule, observateur silencieux dans un vacarme assourdissant, jusqu'à maintenant. Quand Elian se leva et traversa la salle d'audience, tous les regards le suivirent. Il ne se précipita pas. Il n'hésita pas. Il avança avec le calme de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Il prit place à la barre des témoins sans autorisation, déposa une enveloppe scellée à ses côtés et parla d'une voix qui réduisit la salle au silence. Il déclara son nom, Elian Monroe. Il déclara son affiliation, un agent de surveillance fédérale sous l'autorité directe du président des États-Unis. Ces mots transpercèrent la salle d'audience comme un scalpel, précis et indéniable. Le juge Denning exigea le calme, sa voix s'élevant au-dessus des murmures stupéfaits, qualifiant la scène de parodie de procédure judiciaire. Il ordonna qu'Elian soit évacué et que l'huissier escorte le garçon dehors. Mais Elian resta assis. De l'intérieur de son manteau, il sortit une pièce d'identité, petite, bleu foncé, estampillée du sceau du bureau exécutif. Un code QR scintilla sur le devant, luisant sous le scanner de l'huissier. Le scan fut instantané. La validation était réelle. L'autorité qu'elle confirmait était irréfutable. Le silence qui suivit fut différent, plus pesant. Ni confusion, ni indignation, juste la prise de conscience qu'un événement sismique s'était produit. Le sourire narquois qui avait brillé au coin des lèvres du juge Denning s'estompa. Le masque se lécha. Car désormais, tout ce qu'il avait enfoui, tout ce qu'il avait manipulé, risquait d'être emporté au grand jour. Le conseiller Jared Wallace remua sur son siège. La présence de Preston Granger se faisait sentir sans qu'il soit nécessaire de le voir. Une équipe était déjà en route. Les choses étaient en marche depuis la descente d'Elian. Le dernier levier était actionné. Dans la galerie, les journalistes ne griffonnaient plus. Ils enregistraient, transmettaient, leur flux pulsant sur les réseaux avant même que le juge Denning puisse formuler une réfutation. Et Marcus Wells, longtemps malmené par les règles injustes d'un jeu truqué, restait figé, stupéfait. Il avait mené ce combat avec toutes les armes que la loi lui permettait, pour finalement être écrasé par un système truqué dès le départ. Maintenant, d'une manière ou d'une autre, le système était en train de craquer. Jeremiah Cain regarda Elian, leurs regards se croisant pour la première fois. Il n'y avait aucune reconnaissance entre eux, seulement le poids partagé de l'endurance. L'un avait survécu à l'injustice. L'autre était venu la démanteler. L'enveloppe scellée reposait toujours sur le banc, non ouverte. Mais son contenu, transcription, enregistrement audio secret, preuves photographiques, témoignages corroborés, attendait le moment où le marteau tomberait, non pas dans le déni, mais dans la reddition. À cet instant, Elian n'était plus un simple fantôme. Il était le jugement. Après une suspension de 5 minutes, demandée par un juge Denning visiblement ébranlé, la salle d'audience reprit son cours dans une atmosphère d'incertitude pesante. Les spectateurs regagnèrent leur siège plus lentement cette fois, ne discutant plus entre eux,
mais observant chaque mouvement se dérouler comme s'il s'agissait du dernier acte d'une pièce dont personne ne se rendait compte qu'ils y participaient. Le marteau n'avait pas encore frappé le banc, et pourtant, la salle semblait plus silencieuse que de toute la matinée. Même le vrombissement des ventilateurs de plafond semblait étouffé, comme si le bâtiment lui-même s'était immobilisé pour entendre la suite. Eliane Monroe se tenait derrière le pupitre des témoins, les mains fermes malgré le poids de ce qu'il portait. Il n'était plus un simple stagiaire de 17 ans assistant à une affaire. Il était l'étincelle qui venait de mettre le feu aux poudres. Avec un calme délibéré, il fouilla dans la poche intérieure de son manteau et en sortit une petite clé USB noire. Sa surface brillait faiblement sous la forte fluorescence, presque comme si elle reconnaissait l'instant pour ce qu'il était. Avec une précision maîtrisée, Elian posa le disque dur sur le podium et se pencha légèrement en avant. Sa voix ne s'éleva pas. Ce n'était pas nécessaire. La clarté de ses mots perça l'épais silence. Ce disque dur contient des enregistrements audio, des séquences d'audience et des messages interceptés sur le serveur du tribunal, expliqua-t-il, croisant le regard non seulement du juge Denning, mais de toute la salle. Ces mots tombèrent comme des pierres. Preuve de manipulation judiciaire, échange privé entre Denning et le conseiller Wallace, message envoyé pendant ce procès même. Il n'y eut pas de temps pour la réfutation. Denning n'eut pas le temps de se ressaisir avant que le bruit des mâchoires heurtant le sol ne résonne silencieusement dans la foule. Une femme dans la galerie se couvrit la bouche. Un jeune stagiaire assis à côté d'un sténographe judiciaire écarquilla les yeux. Ce n'était pas seulement le contenu de la révélation d'Eliane qui comptait, c'était la précision, l'assurance, l'impossible portée dont il faisait preuve. Jeremiah Kane se tourna lentement vers son avocat, Marcus Wells, qui semblait tout aussi stupéfait. Des semaines de lutte contre les blocages procéduraux, les requêtes en annulation et les dénégations inexpliquées prirent soudain un sens terrifiant. La salle semblait plus froide, comme si la simple mention des messages avait aspiré l'oxygène des murs. Eliane ne s'arrêta pas. Il exposa la méthodologie de l'enquête, des tendances signalées par des contrôleurs internes à Washington, des données de condamnation disproportionnées, des transcriptions manquantes et des ordonnances de preuves scellées sans fondement juridique. Ce n'étaient ni des suppositions, ni des intuitions. C'étaient des faits, confirmés par des nettoyeurs de données algorithmiques, des observateurs indépendants et la Division fédérale de l'intégrité de l'information. Il n'a pas pointé du doigt de manière ostentatoire, ni élevé la voix pour faire de l'effet. Il a laissé la vérité nue dans la salle, et cela seul était dévastateur. Vous n'avez pas simplement ruiné des vies, votre honneur. Vous en avez tiré profit. Les mots ont résonné avec une telle finesse que personne n'a osé parler. Quelques personnes dans la galerie ont tremblé, mal à l'aise. Quelque part au fond, une femme serrait son sac à main contre sa poitrine. Un homme plus âgé s'est penché en avant, ses lunettes aminées, essayant de saisir chaque syllabe. Et puis le chaos a failli éclater. La salle n'a pas éclaté en cris, mais en vagues de murmures choqués. Le bruit a grandi comme une marée, se pressant contre le banc du juge. Les caméras ont cliqué. Le faible bourdonnement d'une équipe de diffusion essayant de maintenir une transmission en direct s'est intensifié. L'espace d'une seconde, on a eu l'impression que le contrôle allait échapper complètement au tribunal. Mais c'est à ce moment-là que les portes du fond de la salle d'audience s'ouvrirent dans un léger grincement et que 4 marshals américains entrèrent. Ils portaient des coupe-vents bleu marine ornés de lettres dorées dans le dos et se déplaçaient avec ce genre d'ordre silencieux qui mettait en garde contre toute résistance. Ils ne parlèrent pas, ils ne regardèrent pas autour d'eux. Leur cible était claire. Les têtes se tournèrent, tandis qu'ils se dirigeaient vers la 3e rangée de la galerie, où un homme, jusque-là passé, inaperçu, était assis, l'air d'une neutralité étudiée. C'était le principal conseiller du sénateur Holloway, un homme bien connu dans les cercles de Washington, rarement photographié et jamais cité. Il se tint calmement, comme s'il attendait ce moment, et se laissa discrètement escorter hors de la salle d'audience. Les marshals ne le touchèrent pas brutalement. Ils n'en avaient pas besoin. Le message était suffisamment fort. Sa présence avait été dissimulée
jusqu'à ce qu'elle ne soit plus nécessaire. Les gens cessèrent de respirer un instant. Un frisson parcourut plus d'une colonne vertébrale. Certains journalistes commencèrent à envoyer des textos furieux. D'autres se tournèrent vers leur caméraman, faisant des gestes pour des gros plans, priant silencieusement pour que leurs flux audio soient toujours actifs. À cet instant, la salle d'audience ne ressemblait plus à un palais de justice. On aurait dit une scène tirée d'un livre d'histoire s'écrivant en temps réel. Le juge Denning n'avait pas bougé depuis qu'Eliane avait fini de parler. Sa bouche était entr'ouverte, un léger tic dans son œil gauche trahissant la panique qui le tenaillait sous sa robe. Il n'était pas habitué à s'entendre parler avec une telle autorité, et encore moins par quelqu'un de la moitié de son âge, et encore moins par quelqu'un qui n'était pas censé exister dans cette fonction au tribunal. Ce n'était pas une simple embuscade procédurale, c'était une révélation. Un huissier de justice se tenait figé près du banc, hésitant entre intervenir et attendre des instructions. Denning finit par s'éclaircir la gorge, mais aucun mot ne suivit. Une fine couche de sueur perlait sur sa tempe, trahissant la tourmente mentale qui régnait sous son air calme. Il prit son verre d'eau, la main tremblant légèrement. La salle attendait. Dans le couloir, au-delà des portes de la chambre, on entendait des pas précipités. Des journalistes déposaient déjà des nouvelles de dernière minute. Des agents fédéraux coordonnèrent les prochaines étapes. Le palais de justice, symbole de gouvernance locale depuis longtemps, n'était plus maître de son propre récit. Il appartenait désormais à la nation. En début de soirée, les gros titres fusaient sur toutes les grandes chaînes. Une enquête fédérale avait été ouverte contre le juge Denning, le conseiller municipal Wallace et plusieurs agents du service local. Des extraits de messages interceptés, fuités, ont été diffusés dans les médias, certains remontant à 5 ans. L'ampleur de la corruption était stupéfiante. Corruption judiciaire, affaires truquées, suppression coordonnée de preuves contre des agents accusés de mauvaise conduite. Tout un écosystème de corruption ancré non seulement dans la surveillance, mais aussi dans la conception. Devant le palais de justice, des manifestants ont commencé à se rassembler à mesure que la nouvelle se répandait. Certains portèrent des pancartes, d'autres se tenèrent simplement les bras croisés, observant le bâtiment comme s'il leur devait quelque chose. Et c'était peut-être le cas. Pendant des années, des noms avaient été enfouis sous des démentis et des archives scellées. Pendant des années, la justice avait été une arme plutôt qu'un bouclier. À l'intérieur du palais de justice, Jeremiah Kane était assis, immobile, à côté de son avocat. Son esprit s'emballait, non pas par peur, mais par l'ampleur surréaliste du changement. Il avait passé des semaines à se préparer à sa condamnation. Au lieu de cela, il assistait à l'effondrement du système même qui avait tenté de l'écraser. Eliane garda son sang-froid tandis que les fonctionnaires du tribunal entraient et sortaient précipitamment du cabinet. Il ne dit rien de plus. Il n'en avait pas besoin. La vérité était éclatante et elle résonnerait bien au-delà des murs de la salle. Tandis que la salle se vidait dans un silence stupéfait, une chose était claire. L'ère du pouvoir incontesté dans ce palais de justice était révolue. Et elle s'était terminée non pas avec fracas, mais avec un jeune de 17 ans et une clé USB noire. Le dernier jour d'audience n'était plus un procès pour Jeremiah Kane. C'était le début d'un jugement. Le soleil se leva, terne et gris ce matin-là, projetant de longues ombres argentées sur les marches du palais de justice. Les médias avaient déjà envahi le périmètre avant l'aube. Leurs camionnettes satellites et leurs projecteurs encombrant le trottoir comme des vautours encerclant une carcasse. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde, non pas de tension, mais de cette anticipation solennelle qui précède l'irréversible. À ce moment-là, le ton des débats avait changé. Le procès ne concernait plus Jeremiah Kane. Il était devenu une purge symbolique d'une institution profondément corrompue, et chacun le savait. En quelques heures, les charges retenues contre lui furent officiellement abandonnées. La salle d'audience, autrefois un lieu où la justice avait été étranglée par des mains cachées, fut déclarée scène de crime fédéral.
Les agents intervinrent rapidement, cataloguant les dossiers, collectant des preuves, retirant les disques durs et dépoussiérant les empreintes digitales. Le banc du juge, autrefois trône d'un pouvoir absolu, était désormais vide, son marteau intact, son autorité en ruine. Mais au milieu de la clameur et du chaos, Eliane Monroe était introuvable. Tandis que les derniers journalistes criaient devant leurs caméras et que les manifestants à l'extérieur applaudissaient, il s'était déjà éclipsé. Il se déplaçait comme de la fumée, invisible et silencieux. Ce soir-là, tandis que les gros titres crièrent son nom et que les présentateurs s'efforçaient de découvrir son identité, Eliane était à bord d'un vol de nuit à destination de Washington. Son retour ne fut ni célébré ni reconnu. Il arriva sous un autre nom, son identité effacée des registres officiels, son implication scellée sous de multiples autorisations fédérales. Il regagna les couloirs silencieux de l'aile ouest, comme s'il n'était jamais parti, se fondant à nouveau dans l'ombre d'où il était venu. Pas de médaille, pas de cérémonie, juste un hochement de tête du président lorsque leurs regards se croisèrent. Pour Jeremiah Kane, la liberté avait coûté bien plus cher que le temps perdu. Bien que les entraves physiques aient été levées, les cicatrices de l'épreuve persistaient. Sa maison, autrefois refuge, ressemblait désormais à une coquille vide. Les lumières du porche clignotaient encore. La boîte aux lettres portait toujours son nom. Mais les voisins qui, autrefois, leur faisaient signe de la main par-dessus la clôture, évitèrent désormais tout contact visuel, incertains de la réconciliation entre l'homme dont ils avaient douté et celui qui avait survécu. Sa réputation, ternie par les murmures et les rumeurs, ne s'en remettrait jamais complètement. Son poste de professeur d'éducation civique avait été discrètement licencié pendant l'enquête. Le conseil scolaire n'a présenté aucune excuse, aucune explication. Ses élèves s'étaient dispersés, certains transférés, d'autres scolarisés à domicile. La salle de classe, autrefois bouillonnante d'énergie et de débat, était désormais vide, le tableau noir portant encore un message effacé du jour de son arrestation. Il passa sa première semaine de liberté dans la solitude, empruntant les mêmes itinéraires qu'il avait empruntés en voiture, réapprenant les contours d'une ville qui s'était retournée contre lui. Il évitait les interviews, ignorait les appels des analystes juridiques et des associations de défense des droits. Il avait besoin de temps pour se sentir à nouveau humain, pour guérir en silence. Certains soirs, il s'asseyait seul sur les terrains de basket près du lycée, regardant le vent charrier les vieilles feuilles sur l'asphalte, se remémorant les rires de ses élèves. Il savait que son nom porterait toujours le poids du procès, même après sa condamnation. Internet n'oublie jamais, les petites villes non plus. Pourtant, quelque chose en lui avait basculé. Sous la douleur, un feu silencieux s'était allumé. Non pas de rage, mais de détermination. Il avait vu, de ses propres yeux, comment le pouvoir pouvait déformer la vérité, comment un tribunal pouvait être instrumentalisé contre ceux-là même qu'il était censé protéger. Et il avait vu comment un jeune homme, armé seulement de courage et de conviction, pouvait tout changer. Il ignorait qui était vraiment Eliane Monroe, mais il savait ce qu'il avait fait, et cela lui suffisait. Un soir, debout sous la lueur d'un lampadaire devant le palais de justice, Jeremiah se fit une promesse. Si le système pouvait se retourner contre les innocents, il lui fallait de nouveaux gardiens, des personnes prêtes à se mettre en travers de la brèche. Pendant ce temps, à travers le pays, les répercussions du procès commençaient à se propager. Le sénateur Holloway tenait une conférence de presse quelques jours plus tard, debout derrière une estrade impeccable, entouré d'un mur de drapeaux américains. Il niait toute implication avec le juge Denning ou le conseiller Wallace, qualifiant ces allégations de manœuvres partisanes. Mais ses propos sonnèrent creux. Des rumeurs circulèrent déjà dans les cercles politiques. En quelques semaines, 2 juges supplémentaires de districts voisins furent discrètement placés sous enquête fédérale. L'un avait supervisé un nombre alarmant d'affaires classées sans suite.
L'autre avait pour habitude de prononcer des peines disproportionnées pour les accusés noirs et latinos. Les enquêtes furent discrètes mais décisives. Des sources anonymes, au sein du ministère de la Justice, commencèrent à fournir des informations aux journalistes d'investigation. Des tendances se dessinèrent. Des liens se formèrent. Une carte commença à se dessiner, retraçant des décennies d'abus judiciaires et de manipulations systémiques, ancrées dans le profilage racial et entretenues par un réseau d'alliances politiques. La conspiration n'était plus seulement une théorie murmurée par des militants. Elle était en train de se dessiner à l'encre. En réponse à l'agitation grandissante, le président Hargrave a publié une déclaration brève mais puissante depuis la roseraie. D'une voix calme mais résolue, il s'est adressé à la nation. Il s'est adressé non seulement aux politiciens et aux juristes, mais à tous les citoyens ayant un jour subi les conséquences de l'injustice. Que ceci serve d'avertissement, a-t-il déclaré. La justice n'est pas l'apanage des puissants, et aucun siège n'est à l'abri d'un examen minutieux. Ces mots ont résonné sur les écrans de télévision et dans les gros titres, un coup de semonce pour ceux qui s'étaient trop installés derrière la robe et le marteau. Au sein de la communauté du renseignement, une enquête discrète se poursuivait, tandis que l'attention du public restait rivée sur les salles d'audience et le Capitole. Une poignée d'agents suivait une piste numérique de communication cryptée, de virements bancaires offshore et de dossiers enfouis. Ils ne cherchaient pas seulement la corruption, ils cartographiaient une idéologie, une vision du monde cachée sous des couches de jargon juridique et,